Alors, on va évoquer avec vous, Anna Colin-Lebedev, et avec Anna, le fait qu'il y a eu une spectaculaire attaque de drone lancée par l'Ukraine sur la Russie il y a quelques jours. Et à l'origine de cette attaque, c'est un DJ ukrainien. Oui, tout à fait. Il s'appelle Artem Timofeev, il a 37 ans, il est né en Ukraine avant d'être naturalisé en Russie, où il travaillait d'ailleurs comme DJ, et il est, semble-t-il, le cerveau de cette opération Toile d'araignée qui a détruit une quarantaine d'avions russes et qui a bien sûr humilié le Kremlin. Alors Moscou le soupçonne notamment d'être le propriétaire des camions qui transportaient les drones et d'avoir coordonné à distance leur acheminement vers la Russie. Il a aussi été aidé par sa compagne Ekaterina, qui est autrice de romans érotique qu'il a assisté dans cette mission. Et depuis cette attaque, eh bien, tous les deux se sont évaporés dans la nature et sont activement recherchés par les services de renseignement russes. Est-ce que vous diriez que cette attaque, c'est un exemple typique d'une co-construction militaire qui a bien fonctionné entre des civils et l'armée ukrainienne ? Alors je pense que cette histoire-là est encore à écrire. Hein. Bien évidemment, on a des éléments voilà, qui ont été révélés, mais d'autres attendent d'être déclassifiés. Je pense que nous avons encore bien plus d'histoires de ce style-là qui arrivent. Sur cette attaque, je pense que si voilà, la réalité est celle-là, ce ne sont pas des initiatives personnelles en réalité, ce sont des personnes qui décident de mettre leurs compétences au service des forces armées sans forcément s'engager dans l'armée, hein, sans avoir un lien formel. C'est-à-dire que beaucoup d'Ukrainiens considèrent que eux, une arme à la main sur le front, vraiment pas, mais qu'en revanche, ils ont d'autres savoir-faire, capacités, ressources qu'ils peuvent mettre au service de l'action de défense. Là, en l'occurrence, des capacités logistiques. Là, des capacités logistiques, mais aussi des capacités, voilà, un savoir-faire d'inventivité, et puis aussi un savoir-faire en termes de communication. Savoir s'évanouir dans la voiture, c'est aussi dans la nature, c'est aussi un art. Oui, dans la nature, pas dans la voiture. Alors, justement, on va en parler, et Anna, vous allez nous expliquer ce qu'est un État sanctuaire, en l'occurrence la Californie, qui refuse l'application de la politique anti-immigration de Donald Trump. Effectivement, la Californie est un État sanctuaire, mais ça n'est pas le seul. On va le voir, il y en a d'autres, le Connecticut, l'Illinois, l'Oregon et tous ceux que l'on voit sur la carte, essentiellement des États, vous le voyez, démocrates. Mais il y a aussi une centaine de villes sanctuaires comme Los Angeles, Chicago, New York ou San Francisco. Alors pourquoi ce terme sanctuaire? Eh bien, c'est en référence aux églises américaines qui, dans les années 80, avaient offert un refuge aux Salvadoriens qui fuyaient la guerre civile dans leur pays. Alors aujourd'hui, le symbole est resté, mais cette fois pour protéger des migrants sur le point d'être expulsés. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2016, tous les États et les villes que je viens de citer ont adopté des lois dites sanctuaires, donc qui interdisent aux services municipaux de coopérer avec les agences fédérales de l'immigration, ICE, on en a parlé, pour arrêter des clandestins. Par exemple, à Los Angeles, les services de l'immigration n'ont pas le droit d'accéder aux services, aux installations de la ville, comme les crèches, les écoles, les hôpitaux, qui sont aussi des lieux de refuge pour ces migrants. Et à Chicago, depuis 2017, les agents de la police municipale ont interdiction de partager des informations sur les sans-papiers avec les services fédéraux. Et d'ailleurs, l'administration Trump a attaqué en justice l'État de l'Illinois et la ville de Chicago à ce sujet. Elle réclame l'annulation de ces lois sanctuaires qui sont jugées inconstitutionnelle, avec cet argument que l'immigration est une compétence du gouvernement fédéral. Alors Anne Désine, c'est vrai que Trump a été élu par le peuple américain justement pour appliquer cette loi anti-immigration. Est-ce que du coup toutes ces lois qui sont prises par ces États, c'est une forme de déni démocratique? Alors, oui, il a été élu et essentiellement sur sa politique migratoire ou anti-immigration extrêmement ferme. Ça, c'est vrai. Et deuxièmement, il est vrai que l'immigration, ça relève du domaine de l'exécutif. Mais, et c'est très intéressant, la notion de ville sanctuaire, ça ne veut pas dire que ces villes ou ces États refusent d'appliquer la loi. Cela veut dire qu'ils refusent d'appliquer les excès de la loi. C'est-à-dire, est-ce qu'une politique migratoire, ça implique d'aller chercher les gamins à la crèche? Est-ce que ça implique d'aller arrêter les immigrants quand ils vont à une audience devant le tribunal, alors qu'ils sont convoqués, donc ils font simplement ce qu'il faut, ou quand ils cherchent du travail. Et c'est pour ça que c'est très très difficile de faire la différence. Parce que ce n'est pas un refus de se plier à l'exécution de la loi, c'est un refus d'aller trop loin dans le zèle brutal.